faut pas avoir peur de tester, contacter les gens. Ouais. Parce que si on met des freins partout, on n'avance pas. Bienvenue sur le podcast Interaction, animé par Julien Dubouré, consultant en social media. Et Julien Bréal, spécialiste en acquisition client sur Internet. Chaque semaine, nous partons à la rencontre des professionnels du digital qui partagent avec nous leur histoire et leur expérience. N'hésitez pas à laisser une évaluation sur iTunes et à vous abonner. Bonne écoute. Mon parcours, comment je suis arrivé là, moi j'ai eu un parcours très très éclectique. Je sais pas si c'est un peu la tradition chez des gros hackers parisiens d'avoir un parcours très différenciant de la norme. Mais moi j'ai fait donc traditionnellement je suis quelqu'un qui adore la socio, qui adore la psycho. Je suis un grand lecteur. Et au départ, j'ai fait du marketing, un peu comme beaucoup d'étudiants. Après, j'ai fait du transport de marchandises. J'ai fait du lean manufacturing. D'où un peu l'utilisation de termes un peu normes. Non, parce que j'ai fait des douanes aussi et j'ai trouvé ça très très intéressant. Parce que ça explique beaucoup le fonctionnement des institutions. J'ai fait après du développement web. J'ai fait un bootcamp web 3W. Okay. Et après, je prends pas mal de cours en ligne, dev, comme beaucoup, hein, mais on se tue au cours sur beaucoup de sujets. Que ce soit sciences humaines, sciences naturelles un peu moins, mais dev aussi, dev et marketing, tool. Et je suis quelqu'un qui adore faire de la veille, Et j'adore aussi l'intelligence économique. Okay. Donc tout ce qui est recherche d'informations, compréhension d'informations. J'ai de la chance d'être connecté avec 2-3 personnes qui font de l'IE. Donc ça m'aide un petit peu dans la compréhension stratégique et dialectique des forces en jeu. Voilà. Okay. Et juste à titre de référence, j'étais en train de travailler. Normalement, je devais faire mon master 2 cette année. Et je travaillais sur un mémoire qui s'appelait l'influence de la stratégie militaire sur la planification managériale en entreprise. Donc j'ai passé 4 mois à un moment donné à travailler sur la définition et la définition de la stratégie, tout ce qui est mettre des mots sur expliquer les différents mots liés au domaine un peu un peu guerrier et entrepreneurial. C'est-à-dire Okay. tout ce qui est connaître la définition de la stratégie, connaître la définition de la tactique, connaître la définition du caractère opératif. Et ce qui était très intéressant, c'est que ce retour aux sources m'a permis un peu de défricher tout ce qui est comment je pourrais dire ça, tout ce retour aux sources m'a permis un peu de défricher tout c'est un peu en fait entre guillemets c'est comment je pourrais dire j'essaie de trouver les mots maintenant que je suis écouté c'est un peu galère. Oui, tout va bien. Non mais en fait déstructurer la structure, de la comprendre, ouais, arriver à la... en fait moi je suis quelqu'un de très procédural. C'est-à-dire que quand je comprends pas quelque chose, ou quand je prends des difficultés à comprendre, comme je remets énormément les choses en question, j'ai besoin de les décomposer de A à Z. Et là, c'est ce que tu as fait. C'est ce que j'ai essayé de faire, parce qu'il fallait que je continue aussi un petit peu, et je suis en train de continuer. Parce que j'essaie d'écrire des bouquins, j'essaie d'écrire un bouquin, pas forcément sur le GH, mais plutôt sur le caractère de l'utilité de la violence en entreprise. C'est très c'est très très intéressant. C'est pas la violence physique forcément, mais c'est la violence interindividu, la violence institutionnelle, la violence. Oui, les rapports de force. Ouais, les rapports de force, comment on utilise ces rapports de force, à quoi ils peuvent servir des deux côtés, que ce soit aux salariés et patrons. Donc revenir aux sources, ça permet
Ça permet de démystifier, beaucoup de mots entrepreneuriaux. Je sais pas si on peut dire ça. Oui. Entrepreneuriaux. Parce que quand tu vas dans un peu à SOF, par exemple, on utilise stratégie à tout va, alors que la définition de stratégie, c'est une question d'intelligence et de volonté. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui est côté opératif et tactique, de mise en place sur le terrain des différentes décisions. Alors que la plupart du temps, on dit tiens, travailler tes stratégies de génération de leads. Non. Quand tu génères de la stratégie, ce serait plus la vision entrepreneuriale que la génération de leads, parce que la génération de leads, c'est plus... tu peux faire parler aussi de stratégie, mais en général, quand les gens t'en parlent, tu dis tiens, tu es parti sur travailler sur ta stratégie Facebook pour arriver à récupérer tous les noms prénoms pour les envoyer sur des outils de récupération de mails. Ça c'est tactique, parce que c'est pas une question de vision et de volonté, c'est une question opérative et qui te fait mettre les mains dans le cambouis. Le problème des définitions larges dans l'entrepreneuriat, c'est que plus personne sait où il va et chacun revient à une quête de sens perpétuelle, ce qui crée une débauche d'énergie inconsidérable à chaque fois. Donc pour ça que je me suis dit bon, moi je vais avoir ma définition du gros cycling et du gros marketing, parce que ce sera beaucoup plus simple pour moi, parce que si je pars pas d'une définition propre, bah je saurais pas où aller. Voilà. Donc si tu parles d'une définition très vague, comme le framework R, mais tu pourrais passer 2 ans avant de te trouver. Des années avant de te trouver. Alors que moi, je me suis dit, tiens, je suis en train de faire une communauté, en tout cas, j'essaie de créer un peu du rythme dans la communauté GH ou grosse marketing à Paris. Et si je tape du non normatif, bah, c'est plus simple pour moi de dire, tiens, je vais trouver des personnes pour faire des choses hors normes. Et ça sera plus visible pour moi sur le long terme que de dire, tiens, je vais travailler sur le framework A. Et les gens vont pas comprendre si un jour je fais de l'acquisition, si je fais du grey marketing un jour, je fais du black marketing un autre jour, ils vont dire waouh, c'est un peu incompréhensible ton cheminement de pensée. Alors que si je fais que du non normatif, les gens vont dire ok, j'ai compris, lui il veut faire des trucs un peu funky et pourquoi pas. Et après c'est une manière aussi de se démarquer, hein. Ouais, complètement. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui avec les boîtes que tu accompagnes ou au-delà de ton... Ce que je fais avec les boîtes que j'accompagne, pour l'instant, j'aide plutôt. Aujourd'hui, je fais beaucoup de networking parce que je suis sur un processus de création de boîte. Donc, je peux pas vraiment dire que j'accompagne des boîtes à temps plein. C'est plus, je donne des tips, des tricks régulièrement. Après, j'ai pas le temps de toujours les tester. Donc, je peux pas vraiment dire que ça soit un accompagnement. Mais moi, je passe énormément de temps dans mon quotidien à faire de la veille, à essayer de tester des nouveaux outils. Parce que, en fait, c'est le travail préalable qui va me servir c'est proche à moi. Parce qu'il y a mon site qui va arriver en ligne. Juste à titre de rappel, je fais un site j'ai envie de faire un site de formation en présentiel qui ressemblerait plus ou moins à Udemy ou à Open Classroom. Donc c'est un peu... je crois que c'est le sujet à la mode. Tout le monde en parle, la formation. Ouais, la formation, tout le monde en parle. Après, moi, j'ai envie de faire... Après, c'est c'est la pédagogie, c'est la manière de faire de la formation. Moi, ce que j'ai envie de mettre en avant, ça serait du peer-to-peer learning. Donc, c'est encore un mot, un mot funky. Mais ça correspond un peu à mon état d'esprit, parce que quand tu vois le peer-to-peer en soi, c'est un échange de données entre deux personnes et c'est décentralisé. C'est-à-dire que le but pour moi, ce ne soit pas de contrôler la structure, c'est que la structure se contrôle in fine toute seule. Que tu as des personnes qui veulent se tester à former sur un cours, qui puissent le faire. C'est-à-dire que tiens,
tiens, j'ai appris du Node.js pour faire l'automatisation, pour faire des scripts rigolos. Ouais. J'ai envie de tester, voir s'il y a des gens qui seraient intéressés d'avoir ce cours-là. Parce que moi, ça m'a pris 11 heures et eux, ça leur prendrait 3 heures. Ouais. Donc, c'est des moyens de tester des formations. Le but, c'est pas forcément que ces formations soient éternelles. Ça se peut très bien qu'un intervenant vienne tester 3-4 mois une formation chez moi ou sur ma plateforme. Et qu'après il dit tiens bon ça fonctionne bien Mickaël les formations ne payent pas forcément assez pour moi donc je pense les faire dans une structure perso, pourquoi pas, mais au moins ça aurait servi à quelque chose de lui permettre de travailler sa pédago et de se remettre en question aussi sur ces manières d'enseigner. Et l'idée aussi c'est l'idée aussi qui peut être un peu parfois bouleversante, c'est de mettre en concurrence un peu les intervenants. On peut te dire tiens c'est pas bien de mettre en concurrence les intervenants parce que ça lui permet pas de s'établir sur le temps long. Mais pour moi sans concurrence il y a moins de travail sur la pédago parce qu'on se relâche un peu. On se relâche un peu et il n'y a pas forcément de mise à jour ou synchronisation des contenus. Ouais. Et quand tu parles de croissance, pas de mise à jour des contenus, ouais. C'est pas forcément... c'est compliqué. Oui, c'est vrai. Puis les mises à jour sont tellement rapides sur n'importe quel outil, n'importe quelle plateforme, qu'en effet, tu peux avoir tendance à un moment donné à te reposer un peu sur tes lauriers et pas forcément tester les derniers trucs qui sont sortis. Et Voilà. parce que tu es vu comme un expert et que du coup c'est suffisant et que tu t'en sors toujours. Juste à titre d'exemple, par exemple, si demain je ferais un cours sur comment générer des leads, récupérer des emails, Ouais. est-ce que ça serait aussi intéressant dans 4-5 mois? Ouais, c'est ça. Voilà, on sait tous qu'il va y avoir la RGPD, la GDPR, bon, chacun a sa manière Ouais. de dicter l'acronyme, mais par exemple, aujourd'hui, ceux qui récupèrent des mails, bon, des fois je me pose des questions à quoi ça sert de récupérer des mails en masse si derrière t'envoies juste un email à la con, ça peut être bien, mais c'est pas forcément le futur. Parfois l'action a plus d'importance. On va dire j'ai récupéré 2000 mails en 1 heure et en soi l'action a plus d'importance que finalement la finalité ou la vision qu'il y a derrière. En fait. Pour beaucoup, c'est une manière aussi de se montrer, de mettre en valeur l'action. Après, c'est ça aussi la difficulté que le GH a, c'est pas tomber dans une forme de surperformance, qui est de dire tiens, j'ai récupéré 40 000 mails de boîtes, parce que en général, quand on utilise 40 000 mails, est-ce qu'on va toujours les utiliser? Pas forcément. Par exemple, moi, si je récupère aujourd'hui, j'ai de la chance, je peux être dans la surperformance parce que je suis dans une période de test. Donc je peux essayer de dire tiens ça c'est performant, ce outil est performant et pas l'autre. Donc quand t'as le temps c'est bon, mais quand tu n'as pas le temps c'est l'intérêt du gros hacker c'est de revenir aux fondamentaux, savoir ce qui drive ce qui drive sa boîte. Tout simplement. Bon. Ce qui drive c'est pour tout le monde à mon avis. Pour moi chacun devrait savoir ce qui drive dans la vie. Et ce qui drive la boîte, quelle est la raison sociale de la boîte. Et quand t'as ça, ça permet au GH d'avancer plus vite et travailler sur le client, Est-ce que tu bosses sur des outils en ce moment, des outils que tu as commencé à tester qui sont pas mal des outils les outils que j'utilise sont assez simples. Pour l'instant, je vais plutôt faire une genre de chrono. Les outils que j'utilise sont assez simples. Moi, j'utilise beaucoup WebScraper.io. C'est pas très original, mais pas beaucoup. Et pour expliquer un peu, tu fais quoi avec WebScraper.io, c'est un plugin Chrome qui permet de faire du scrapping. C'est un outil assez simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin de faire du développement pour y toucher, pour pouvoir l'utiliser. Par contre, à la prise en main, ça prend un peu de temps.
j'ai vu une disparité entre les gens qui disent savoir s'en servir au final, t'as beaucoup de personnes qui disent oh tiens je sais bien m'en servir de WebScraper.io et au final ils n'ont pas passé suffisamment de temps pour pouvoir scraper des annuaires un peu plus complexes, et ce qui est pour moi un peu un comble, parce que la plupart des annuaires aujourd'hui sont en JavaScript ou ont, ont des interfaces dynamiques. Mais avec donc entre guillemets WebScraper.io, son intérêt c'est que c'est gratuit, ça restera quasiment toujours gratuit à mon avis. Et tu peux récupérer autant de lignes que tu veux, autant de lignes de lignes gratuitement de scrapping. Bon après l'inconvénient c'est que au bout de 30 000, 40 000 lignes sur ton spreadsheet ou ton CSV, ça commence à mettre du temps à loader, à charger. Donc à ce niveau-là, t'as d'autres outils un peu plus dev qui commencent à être intéressants comme Scrappy, qui prend un peu plus de temps ça prend plus de temps à construire la cartographie de scrapping que pour WebScraper.io. WebScraper.io, tu passes une heure et quart à faire l'architecture du scrapping, alors que Scrappy, tu prends un peu plus de temps. À part que c'est un très bon dev, mais mais c'est un très bon. T'as beau être un très bon dev, mais il va falloir que tu connaisses différents langages, Python, des librairies JS, JavaScript, parce que pour scraper un site, il va falloir toujours jouer avec le JavaScript. Voilà, donc, t'as des galères qui arrivent, mis à part le scrapping, bah, t'as Phantom Buster qui est très bien. C'est-à-dire que tu récupères plein de données et le fait de le mettre sur un serveur, ça te permet que ça tourne pas sur ton Wi-Fi perso. Parce que le problème, c'est que quand tu laisses ton ordinateur et que tu essayes de récupérer les mails, faut laisser ton ordinateur ouvert. Par exemple, quand je retourne sur WebScraper, par exemple, quand tu scrapes un annuaire, quand tu as 5000 pages, ça peut prendre 15 heures. Donc, quand les boîtes me disent ouais, c'est rapide, d'accord, tu passes peut-être 1 heure, 2 heures à tout à fait, mais derrière, il faut laisser ta machine ouverte tout le temps. Donc à ce niveau-là, bah, tu vois l'intérêt d'un serveur. Quand tu payes un serveur 25 balles ou 30 balles par mois, ça peut te permettre de t'enlever cette charge, enlever cette charge et d'avoir quelque chose qui te permet de tourner toute la journée, au lieu de te faire chier à avoir ton ordinateur allumé et pas pouvoir bosser à côté, quoi. Donc t'as des petits trucs un peu complexes dans le boulot du GH comme pour tous. Donc t'as Phantom Buster, t'as plein de petits outils que j'aime bien. Il y a un petit outil moi que j'utilise pour le social, pour la génération de leads. J'ai vu que les conversions étaient un peu meilleures. C'est AnyLeads. Non, pas AnyLeads, c'est AnyLeads aussi, mais c'est AnyImage d'audio. Ok. Ça permet de de générer des images sur les différents réseaux sociaux. Ok. C'est-à-dire que les visuels, à la place d'être auto-générés, c'est toi qui les génères. Ok. Et ça permet un peu de monter la conversion. Ok, d'adapter selon le réseau social. Mais la difficulté après, c'est que si tu mets un Bitly ou un Googly pour traquer, ça ralentit le chargement, donc t'as une perte. Ok. Donc voilà, c'est toujours à savoir où est l'objectif. Est-ce que l'objectif c'est la conversion? Est-ce que l'objectif c'est le tracking? Normalement, ça devrait être les deux. Mais quand t'es un peu avec quand tu utilises des outils un peu les outils du pauvre, moi j'appellerais ça. C'est pas forcément, parfois faut faire des choix. Ouais. Et mon choix c'est sur la performance et sur des outils pratiques qui me coûtent pas 300-400 euros parce que j'ai besoin de tester et savoir quel outil fonctionne bien. Et dépenser 300 euros pour tester un outil, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc il y a ces outils-là que j'utilise beaucoup. Donc il y a plein d'autres
Il y a d'autres outils aussi qui sont sympas, comme Mailchimp pour du call mailing, mais j'en fais un peu moins en ce moment. Euh, Juste à titre d'info, j'ai 15 outils par jour, de nouveaux outils par jour que je dois tester, donc ça fait une quantité, un grand panel d'outils à, à voir. T'as beaucoup t'as beaucoup d'outils assez tech qui sont très intéressants. Donc j'ai plein de liens, moi sur les différents canaux que je partage. Un petit exemple sur mon Facebook, je sais pas si t'as vu, t'as plein de dictionnaires d'outils. Donc sur chacun, tu vas avoir 400 tools. Donc à la fin, c'est difficile d'en penser à un en particulier. Mais bon, en tout cas, en fonction des besoins, t'as toujours un outil qui correspond. Toujours un outil qui correspond. Par exemple, sur LinkedIn pour l'automation, bah, t'as LinkedIn Helper, t'as Meet Leonard, qui est un genre de LinkedIn Helper gratuit. Bon, je préfère LinkedIn Helper parce que maintenant, quand tu supprimes le cache, tu peux avoir la version 14 jours gratuit. En tout cas, moi, je le fais de temps en temps. Et l'intérêt de LinkedIn Helper sur Meet Leonard, c'est la gestion de liste. C'est-à-dire que tu peux vérifier à qui t'envoie avant. C'est-à-dire que si tu vois qu'il y a un gros hacker que tu as balancé 40 mails d'automation qui te répond pas, bah tu lui dis ouais, je vais pas forcément continuer à lui envoyer des messages en automatique, ça va faire un peu trop robot. Donc tu supprimes les personnes, tu vérifies les intitulés de posts qu'ils ont. Tu peux aussi, ce qui est intéressant, c'est que LinkedIn Helper, c'est que tu peux envoyer aux personnes qui ont liké tes posts, personnes qui ont commenté tes posts, et tu peux faire ce que tu veux avec ça. Donc c'est très intéressant. Message premier contact, automatisation des visites. Bon, les visites, je suis pas forcément très sûr de la pertinence. Ouais. C'est pertinent. Il y a une curiosité, mais est-ce que finalement il y a un intérêt derrière? La visite, c'est un intérêt quand personne n'en faisait. Il y a, je veux dire 6 mois, mais je suis encore gentil. Maintenant, tout le monde fait des messages et c'est bien plus. Le message est plus performant. Même si parfois ça peut avoir un impact négatif pour l'image de la personne. Et la plupart des messages, je les lis même plus. Ouais, La plupart des messages, je les lis même plus parce que t'as beaucoup de boîtes qui, même s'il y a un effort qui est fait, je reconnais qu'il y a un effort qui est fait en ce moment, parce qu'avec toutes les engueulades que les gens ont dû se prendre, ils ont dû comprendre qu'il fallait voir les gens, qu'il fallait parler aux gens différemment, parce que les problèmes des messages directs, c'est comme les mailings, c'est que bien souvent on parle de nos boîtes. On dit tiens, ma boîte c'est la meilleure boîte, on a les meilleures personnes, on est les plus beaux, on est hyper hype. Ok, mais en tant que client, les clients s'en foutent. Les clients s'en foutent. Déjà, faut déjà savoir si c'est des clients. Parce que parfois tu envoies des messages aux clients. C'est parfois aux concurrents, tu envoies des messages. Donc c'est un peu étonnant, de parler. On peut se vanter aux concurrents, mais je suis pas sûr que le concurrent va acheter de chez toi. Même si de temps en temps, ils peuvent faire du dropshipping, c'est-à-dire ils ont pu un truc qu'ils vont acheter chez toi, ils vont revendre aux clients. Ça arrive dans certaines boîtes. Mais donc en fait, entre guillemets, le retour aux sources, le fait que les personnes retravaillent un peu leur manière de toucher les gens sur LinkedIn, je pense que ça va dans le bon sens, même si tu as une démultiplication de l'utilisation des outils d'automatisation. D'ailleurs, on peut peut-être en parler. C'est quoi j'ai un peu l'impression, moi, que c'est une vraie problématique, ces outils d'automatisation. C'est-à-dire que, à force, moi, je parle avec pas mal de gens, et en fait, on a à peine commencé à faire quelque chose qui fonctionne. On va tout de suite l'automatiser. On va automatiser sa présence sur Twitter, on va automatiser 30 messages dans la journée qu'on va envoyer régulièrement, sans être derrière. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, de cette automatisation La question d'automatisation, c'est une bonne question. Parce qu'automatiser des tâches qui n'ont pas été vérifiées avant, c'est une perte de temps.
C'est pour ça que t'as certains gros hackers qui font même parfois comment ça s'appelle, qui font pas des assistants virtuels. J'ai un meet-up qui sera prévu avec Frédéric Canvet sur l'utilisation d'assistants virtuels et est-ce que c'est compatible avec le gros hacking. Mais ça, dans beaucoup de temps, c'est en fin juin. Ok. Donc l'intérêt de l'assistant virtuel, c'est que ça te permet de voir avec un humain derrière si des tâches itératives fonctionnent sur une période, sur une durée précise, c'est-à-dire sur 10-15 jours, tu peux tester. Bon, en général, une bonne période de test, c'est minimum 60 à 90 jours. Après, il faut voir la capacité à payer 60-90 jours. Et même déjà en faisant 15-20 jours, tu peux voir s'il y a des retours. Tu peux voir s'il y a des retours avec certaines automatisations manuelles. C'est-à-dire que tu prends un assistant virtuel, tu vas lui dire tiens, auto-ajoute une personne sur LinkedIn et voir si toi tu auras des retours à ce niveau-là, que ce soit au niveau visibilité, que ce soit au niveau si les personnes envoient des messages pour toi, est-ce que ça fonctionne ou pas. Même pas forcément que sur LinkedIn. Hein. LinkedIn c'est un exemple parce qu'on a beaucoup d'outils d'automatisation aujourd'hui. Mais tu peux faire ça par email au lieu de faire du bulk mailing. Tu peux très bien envoyer prendre quelqu'un pour envoyer plusieurs emails, 40, 50, 60 emails, voir si le message fonctionne. Tu peux essayer sur d'autres tâches aussi, sur Twitter, voir si en utilisant ton compte Twitter et en envoyant des messages à des influenceurs, ils vont répondre. Donc et l'intérêt de travailler ça à plus petite échelle, ça permet de travailler déjà de manière à toucher les gens et d'éviter tout le temps perdu à concevoir ou à trouver le bon outil. Pour trouver le bon outil, parfois tu peux prendre une semaine, 2 semaines. Et la montée en compétence sur l'outil, elle n'est pas forcément tout de suite. Surtout que parfois il y en a beaucoup qui font des conneries. Comme sur LinkedIn, les trucs tout cons, c'est ils oublient de mettre les modulos avec first name et last name. Donc tu vois la génération des bonjour first name. Ouais, on a tous reçu un message comme ça. Je te vends une PLV. Ça m'est arrivé, ça arrive un peu à tout le monde. Donc, mais quand tu démarres, des fois tu fais pas attention, ça t'échappe. Donc ça arrive de temps en temps, mais faut éviter. Donc faut éviter. Mais quand tu laisses plein de mecs qu'on fait ça sur plusieurs messages à plusieurs personnes, parfois c'est un peu étonnant. Mais bon après la problème. Après, il y a une chose que je veux dire, c'est que beaucoup de personnes critiquent l'automatisation LinkedIn, l'automatisation de mail, etc. Mais il faut savoir que le but des boîtes, c'est leur survie, toujours. Donc toutes les boîtes vont essayer de tester des différents canaux et savoir quels sont les meilleurs canaux pour elles. Donc faut pas croire qu'elles vont s'empêcher d'essayer quelque chose qui fonctionne bien. Oui. Après, si pour toi ça fonctionne bien, pourquoi les autres boîtes vont pas essayer de leur côté et voir si ça fonctionne bien pour elles. Surtout que le message traverse les différents environnements très rapidement et les différentes générations très rapidement. Et quand tu vois la performance des messages sur Messenger et sur LinkedIn, voilà, quand tu as 3% de conversion sur un mail en moyenne et quand sur LinkedIn, moi je fais, sans me faire chier, je fais 300 envois et j'ai 25-35% de conversion pour des rendez-vous physiques. Voilà, tu te dis à quoi bon se faire chier à faire un mail et récupérer 30 000 mails, quoi. Ouais, c'est sûr. Surtout que les gens sur LinkedIn t'auto-add gratos comme tu veux. Ouais. Et quand ils t'auto-add, t'as leur numéro de téléphone, t'as leur mail. Ça encore, si tu veux, là-dessus sur le Messenger et tout ça, t'apportes de la valeur, tu proposes un événement, tu leur envoies un message, t'automatises. Ok. Après, ce que je trouve, moi, dans l'automatisation très dommage, c'est, je pense que Twitter est peut-être le réseau social qui souffre le plus de ça. Ouais. Quand tu vois des marketeurs français qui envoient 70-80 messages par jour, tu vois, automatisés. Mais tu vois,
je suis pas forcément bien pour placer parce que moi je fais des messages auto. Ok, d'accord. Parce que moi je sais que Twitter c'est pas mon canal d'acquisition, ni de rétention. J'ai juste besoin de faire une présence sociale. Moi, pareil, moi j'ai arrêté Twitter il y a 3-4 mois, en partie parce que j'avais pas le temps de l'utiliser et que j'avais commencé à automatiser mes articles et je me suis dit ça sert à rien. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, ça devient ridicule de te prendre 2 heures pour prendre ta semaine, tu vois, pour programmer tous tes messages de ta semaine. C'est ridicule, c'est pas l'objectif de. Et en fait, ces gens-là font la même chose sur LinkedIn. Euh, et en fait, je trouve que c'est terrible parce qu'au final, l'objectif, malgré tout, tu peux toucher beaucoup plus de gens. Et moi, je l'ai vu, tu prends LinkedIn, tu crées un post, tu racontes un peu une histoire. Moi, j'ai des posts, je dois avoir 1500 personnes qui me suivent, tu vois, sur LinkedIn, j'ai un petit réseau. J'ai fait des 90 000 vues. Donc, bien plus avec un post simple, tu racontes un vrai truc et t'apportes de la valeur, que de partager des articles que tu as lu 10 000 fois, ou une information que tu as déjà lue la semaine dernière, ou même juste un article de blog du modérateur que tu pourras retrouver toi-même. T'as pas besoin de ces gens-là pour t'amener au dernier article, tu vois, des meilleures images, tu vois, Facebook 2018. Non mais j'entends, mais il y a une chose une question que je vais te poser. Est-ce que est-ce que tu as vérifié les comptes derrière qui font ça? Qui font quoi? Qui postent des articles directement. Ouais. Est-ce que c'est des vrais comptes à chaque fois ou pas? En tout cas, ceux dont je parle là, c'est des vrais comptes. C'est Est-ce leur que compte de. est-ce qu'il y a une mode sur LinkedIn au compte satellite entre guillemets. Ouais. Pour pas être méchant parce que moi on utilise quelques-uns aussi. Ouais. Mais et créer du flux, c'est forcément créer une présence sociale. Ouais. Et les gens, quand ils disent tiens, lui il fait du flux, c'est un vrai con. On retourne un petit peu au côté un peu pervers de l'automatisation via Facebook, de Facebook il y a 3-4 ans, où tout le monde disait tiens, Facebook, on a des leads partout, on récupère les emails. T'avais Twitter Feed qui permettait de créer 4, 5, 6 comptes satellites et mettre des flux d'informations sur tout le monde sans vraiment t'en occuper. Donc LinkedIn, c'est comme c'est un nouveau média social et on se dit tiens, il y a énormément de leads à faire. Pour ceux qui ont des comptes satellites, à mon avis, ça doit être un moyen de créer du contenu. Mais après, de toute façon, le problème de ça, c'est que leur reach, à mon avis, va pas être très très élevé. Parce que si tu utilises des flux RSS pour générer du contenu. Oui, je pense que l'algorithme de LinkedIn ne pousse pas. Voilà, il pousse pas. Et pour moi, c'est une perte de temps quasiment. Ouais. Parce que tu crées même pas de communauté derrière. Ouais. Le but de LinkedIn, c'est de créer une communauté et d'être visible et tracer ton expertise. Si tu partages du contenu, ouais, pourquoi pas, mais il faut créer un call to action. Ouais. Si tu leur les amènes sur du contenu et que tu les récupères pas, les gens. Non, ça n'a pas trop d'intérêt. Pas trop d'intérêt. Mais j'ai l'impression qu'on revient. Je pense que l'expérience Facebook, l'expérience Twitter, fait que les gens reviennent maintenant que LinkedIn est vraiment à la mode. J'ai l'impression, même si on continue à quand même avoir de l'automatisation, des techniques, différentes techniques, j'ai l'impression que les gens cherchent quand même sur LinkedIn à recréer un espace vraiment social, où vraiment les gens partagent des choses. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'en France, on critique pas mal le storytelling. Dès que quelqu'un raconte un peu sa vie, raconte une expérience, en France, tu as toujours 1 ou 2 commentaires négatifs. Quand tu compares, parce que moi qui suis des personnes aux États-Unis, quand tu prends une story, quand ils vont raconter leur histoire, ils vont dire pendant 6 semaines, j'ai été SDF dans la rue, et puis après, j'ai trouvé un boulot, et après, tu vois, je me suis acheté un appartement. Et ça, c'est salué, tu vois, aux États-Unis. Tu as 1000, 2000, 3000 likes, tu vois, tu as des commentaires. Tu as ça en France, c'est l'état d'esprit. En France, tu as forcément des messages négatifs. Bon, les gens vont pas liker, en disant ouais, c'est pas vrai, c'est faux, ou arrêtez avec vos histoires. Il y a un côté comme ça. C'est la question de la gestion de la preuve sociale aussi, la preuve. Oui, c'est ça. Mais j'ai l'impression que les Américains croient plus à l'histoire. Les Américains ont plus confiance que les Français. Peut-être notre histoire, un peu notre histoire, pas cartésien, mais un peu cartésien, mais c'est un peu l'histoire française qui dit tiens, on a besoin de vérifier d'abord avant d'être sûr. Avant d'être sûr.
on va pas se lancer, dans tous les ébats, avant de savoir le pourquoi du comment. Et ça donne des fois, ça a des inconvénients. Par exemple, en entrepreneuriat, ça peut avoir ses inconvénients parce que on a plus de mal à lever des fonds. Les Américains ont plus tendance à donner des fonds, c'est peut-être un peu culturel aussi à ce niveau-là. Mais dans d'autres cas, ça peut être sympa, faire preuve de prudence. Je parle pas forcément de prudence philosophique, mais il y a beaucoup d'exemples, que ce soit en entreprise, t'as moins de violence dans l'entreprise française que dans l'entreprise américaine, puisque c'est plus structuré. Et sans parler de géopo. Ouais. Si tu vois de la géopo américaine, de temps en temps, la prudence, ça aurait pu leur faire du bien. Voilà, mais après voilà. Chaque culture a ses avantages et ses inconvénients. Moi, je pense pas forcément que ce soit négatif que le fait de dire que LinkedIn de temps en temps on a besoin que certaines personnes recherchent une forme de traditionnalisme dans le monde du travail. Parce que personnellement, quand t'as toute ta timeline, toutes tes actualités LinkedIn où t'as des posts d'empowerment, c'est bien. Mais des fois, quand tu vois ce post d'empowerment depuis 5 mois, tu te dis bon ouais, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que en plus, pour les entrepreneurs, ils disent ouais, eux ils réussissent, nous on réussit pas. T'as parfois une certaine forme de jalousie qui arrive. Et le problème, il arrive là, surtout en France. Les Français sont très jaloux. On voit dans le monde entrepreneurial, on préfère dégommer l'autre que de réussir. Ouais, c'est sûr. Et donc si on met plus, moi je pense que le problème c'est que s'il y a plus d'empowerment qui peuvent arriver, est-ce que la tendance ça ne sera pas la jalousie plutôt qu'à la juste appréciation de l'autre. On peut apprécier t'as beaucoup de personnes qui like parce qu'ils disent tiens ça va faire bien que je like pour la personne là. Ouais. C'est-à-dire que si je like, les gens ils vont me dire tiens le gars il est un peu progressiste, il a pas la mode, les tendances. Voilà, t'as ça aussi qui rentre. Après moi ça me dérange pas qu'il y ait différentes typologies de profils. Quand t'as des profils qui disent ouais on a recul les vidéos à la con sur LinkedIn, pourquoi pas parce que si avec imagine s'il y avait que des vidéos avec que des vidéos, il y aura plus d'échanges sur LinkedIn. Ouais, mais en même temps, t'as quand même aussi la liberté de choisir de suivre les gens ou pas. Tu vois ce que je veux dire, ça, je suis d'accord. Ça, c'est un commentaire en disant. C'est l'algorithme. Oui, mais après, tu peux personnaliser ton algorithme à suivre les gens que tu préfères. Je suis d'accord. Pas tout le monde a cette capacité ou cette écoute-là des réseaux sociaux. Et après, parfois, t'as pas forcément le choix sur ta timeline à 100%. Parce que si tu as une connaissance dans ton réseau qui fait plusieurs centaines de personnes, je suis gentil, tes connexions peut liker quelqu'un d'autre et derrière retrouver le post d'une personne que tu n'aimes pas. Moi je me suis retrouvé avec des posts très conservateurs, très conservateurs sur le monde du travail, c'est-à-dire que qui me plaisaient pas forcément personnellement, pas forcément. Et donc j'ai essayé à bloquer plusieurs profils, mais au final j'ai toujours réussi ces postes parce que quand t'as le malheur ou le bonheur d'avoir énormément de comptes de connexion, tu te retrouves toujours avec ces mêmes problématiques. Donc à la fin t'as une forme de résilience et tu te dis bah voilà, laissons les gens agir comme ils veulent. De toute façon quoi qu'il arrive sur les réseaux sociaux, t'as plus de violence qu'autre chose. Tu vas sur Twitter, tu peux lâcher une personne en 10 minutes, mais pour construire un personal branding, ça prend
parfois Après, je pense donné. que, tu vois, je trouve que c'est un peu l'avantage de LinkedIn quand même, c'est que le fait que ce soit un réseau social professionnel, Il y a, t'es quand même il y a obligé limite. de mettre ton prénom, ton nom, ta photo, parce que sinon t'es pas forcément très T'as crédible. une limite à Ouais, la. T'as une limite à l'utilisation à la, de oui, mauvais noms, à même l'insulte, au dénigrement. Tu vas même sur si, Twitter, t'as plein de faux comptes. même si, t'as beaucoup de posts, t'as beaucoup de comptes sans image Oui, qui postent. ouais, qui sont très violents. Et même l'automatisation. Tu vas créer facilement à la volée un certain nombre de comptes sur Twitter qui vont envoyer le même message et qui vont, enfin, tu vois. Donc finalement, Twitter, c'est l'une de ces problématiques. Alors que sur LinkedIn, bien sûr, tu as des critiques, tu as parfois des insultes un peu gratuites et tout ça, mais je trouve quand même beaucoup moins par rapport à Ouais. sa position professionnelle. Mais pour moi, LinkedIn, c'est pas si lointain que le monde d'entreprise en général. C'est vrai. Quand t'es C'est un dans reflet. un call center, des fois, t'as des patrons de grosses boîtes qui sont en train d'insulter et incendier les gens. Quand tu fais des achats je vais dire le nom de la centrale d'achat, mais je vais pas le dire. T'as des centrales d'achat qui dénigrent les petits commerçants, les agriculteurs, avec des techniques Ouais. pas forcément recommandables, quoi. Ouais. Donc, quoi qu'il arrive, t'as toujours de la violence dans le monde entrepreneurial, t'as toujours des gens qui penseront différemment, Ouais. t'as toujours des communautés, des syndicats, des confédérations, des congrégations qui pensent différemment des autres. Quand tu vois la FNSEA, quand tu leur parles de partage de terre, ça sera pas forcément le must Ouais. pour eux. Quand tu parles vice versa, quand tu parles de fermes usines pour des comment ça s'appelle pour des agriculteurs, les petits agriculteurs, ils vont pas trouver ça super non plus. Ils seront parfois très très virulents sur leur position. Même chose dans les différentes industries, soit au niveau minéralogie, soit au niveau même sur les différentes usines. Ouais. Bah, quand tu vois qu'il y a des manifestations violentes au travail dans les usines, mais tu te dis c'est bizarre de pas voir c'est un peu normal. Pas- Ça me paraît pas si éloigné d'avoir des difficultés aussi sur LinkedIn. Oui, c'est sûr, ça va forcément exister, ça ne peut pas disparaître. Ça peut pas disparaître parce que les relations sociales, t'as toujours des crispations dans tous les sens. Quand t'as quelqu'un quand t'as quelqu'un qui te fait qui poste sur quelque chose qui peut être absurde pour toi et et, et ta journée, tu l'as passé un peu t'as des difficultés avec les clients et que tu vois sur ton post LinkedIn quelque chose qui est aberrant pour toi, bah, des fois, tu peux te lâcher. Ouais. Moi, ça m'est arrivé, c'est pas aller jusqu'à l'invective ou l'insulte, mais t'as des choses parfois qui sont absurdes, comme tu vois des gens qui ont des commentaires qui faisaient des commentaires sur moi, j'ai pas posté sur ce niveau-là, mais sur la jeune fille de The Voice. Déjà, on comprend pas pourquoi sur LinkedIn. T'avais des commentaires Parce que c'est des discussions qui reviennent aussi en entreprise. non, mais Forcément. t'avais des commentaires dessus Ouais. acerbés. Ouais. Donc des fois, c'est difficile de pas commenter. Ouais, c'est sûr. Des fois, c'est difficile de pas commenter quand t'as des positions personnelles. Donc je comprends que des personnes parfois peuvent être amenées à poster avec leurs convictions, même si les convictions et l'entrepreneuriat entreprise sont pas forcément bon ménage. Est-ce qu'on peut terminer avec, c'est quoi les 2-3 conseils que tu as l'habitude de donner aux boîtes? Les trucs qui reviennent un peu tout le temps, tu te rends compte que c'est un peu un point faible ou c'est quelque chose où tu te rends compte qu'il y a peut-être un manque de réflexe sur certains sujets que tu donnes régulièrement à Euh, boîtes. un conseil à donner à plusieurs boîtes, ne pas oublier de prioriser ses actions. Ouais. Parce qu'en fonction des objectifs qu'on a, il faut pas perdre son temps.
à faire des tests complètement inutiles pour la boîte. Okay. Il faut savoir concentrer ses forces, c'est-à-dire que si on met 40 personnes sur tous les sujets, on aura du mal à les approfondir autant que si tu mets 40 personnes sur un sujet. Et la dernière chose que je peux dire, c'est ne pas avoir peur de tester. On peut critiquer l'automatisation, mais en soi, c'était pas ma critique, non, était mais sur l'automatisation. Oui, mais elle était sur son utilisation. utilisation. J'entends. Faut pas avoir peur de tester, contacter les gens. Parce que si on met des freins partout, on n'avance pas. On n'avance pas. Il faut savoir qu'on n'a pas dans l'entrepreneuriat, il faut savoir prendre des risques. Il faut savoir prendre des risques, pas trop de risques non plus. Renseignez-vous déjà d'abord. Parce que sur LinkedIn, il suffit 5 minutes. Tu discutes avec quelqu'un qui est un peu sur de l'acquisition et qui travaille un peu sur LinkedIn, tu lui poses comment tu vois, comment je pourrais contacter des gens sur LinkedIn, il va te répondre. Ou qu'est-ce qu'il faut pas que je fasse, il va te répondre. Par exemple, envoyer un pâté de 500 mots et 40 liens, voilà, il va te le dire, ça franchement, ça permettra de faire des conneries. Donc il faut pas hésiter d'aller vers les autres et tester et vérifier ses métriques. Et se laisser suffisamment de temps pour tester. Parce qu'on peut pas tester quelque chose sur 2 jours. Surtout si on a 15 utilisateurs, c'est pas possible. Voilà. Il faut laisser le temps au temps. Parce que les tests, parfois, ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis positif sur iTunes. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn à Julien Bréal et Julien Pibouret. À bientôt.